Rien ne me prédisposait à aller au Japon, si ce n'est mon attirance pour le cinéma japonais, pour Mizoguchi, pour Kurosawa, pour Ozu, et aussi le nouveau cinéma japonais. J'étais invité à Paris par Alain Touraine et Michel Vievorka pour un colloque et je parlais de la notion du sujet. Je parlais de Ozu et en face de moi il y avait un collègue japonais. À la fin de la conférence, il est venu me voir et m'a dit: mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Est-ce que vous accepteriez de venir au Japon? Ça ne se refuse pas, hein, et d'enseigner dans mon université, l'université de Chuo, où j'ai été accueilli dans un département de langue et civilisation française, et à partir de là j'ai commencé à apprendre le japonais. Alors je me suis d'abord intéressé à la ville. Je trouve qu'il y a une proximité entre l'anthropologie et l'architecture. Je trouve que dans les deux cas on s'intéresse à tout. Seulement nos constructions à nous, c'est des constructions en papier, mais pour les architectes il faut que ça tienne. Et la ville de Tokyo, elle est curieuse. C'est une ville qui est encombrée par des poteaux télégraphiques, par des antennes, par des câbles, des fils électriques. À cause des risques sismiques, il faut pas enterrer. Et paradoxalement, c'est une ville qui est pas, elle n'est pas surpeuplée, elle n'est pas agitée, elle n'est pas stressée. On se déplace tranquillement dans Tokyo, alors que c'est épouvantable à Paris. Mon impression, c'est une ville cubique, avec des assemblages hétérogènes. Il y a des cubes qui sont posés sur des cubes, des losanges, des triangles, et une absence de symétrie. Et ça m'a fait penser à Paul Klee, à Kandinsky. Bon, et puis c'est métallique. Il y a du verre, du bois, de l'acier. Ce qui frappe, c'est que ici, en Europe, on est dans une culture de la pierre. Alors, la perception que j'ai choisie pour décrire Tokyo, ce sont les surfaces et non les structures. Les surfaces, c'est ce qu'on appelle en japonais tatemae, ça veut dire la façade, le visage, qui chez les japonais va le plus souvent dans le sens de l'acquiescement, mais qui camoufle ce qu'on appelle en japonais oe, qui veut dire de l'intériorité. Donc moi, je me suis beaucoup intéressé aux surfaces architecturales que je relie avec les ukiyo-e, c'est-à-dire les estampes japonaises. Tout le monde connaît ça, Okuzai, Oshige. C'est un art des surfaces et non pas des profondeurs. Il y a quelque chose au Japon qui s'intéresse aux lignes, au volume, au plan, qui n'est pas du tout métaphysique. C'est la seule culture que je connaisse qui soit une culture de l'immanence, peu religieuse, peu fanatique. Il y a des impressions d'Amérique du Nord. Il y a un consumérisme très fort, mais c'est un consumérisme qui est tempéré par un sens aigu de la beauté. Je crois que c'est ça qui m'a fasciné au début, c'est l'élégance, mais en même temps, sous les surfaces se dissimule de la cruauté. C'est pas une société homogène, c'est une société qui a trois écritures, les kanji, les hiragana, les katakana, qui a deux religions entremêlées, le bouddhisme, le shintoïsme. C'est une société qui multiplie les voies, qu'on appelle do, qui sont des formes de connaissance, do
qui vient du chinois Dao, qu'on trouve dans Chado, art du thé, Chodo, art de la calligraphie, Judo, art de la souplesse. Ce qu'il faut percevoir pour comprendre la socialité japonaise, alors c'est pas traduisible en français, c'est ce qu'on appelle les katas, qui sont des gestes, des actes qui sont acquis à partir d'apprentissage d'une extrême précision. C'est les katas, par exemple l'origami, qui est l'art de plier les papiers, ou l'ikebana, qui est l'art floral. Ça n'a aucune utilité pratique, ça vise pas la vérité, mais la beauté. Moi, ce que j'ai appris au contact du Japon, c'est-à-dire la culture des katas, c'est que rien ne peut se stabiliser en vérité, rien ne peut se coaguler en éternité. Le grand art de la culture japonaise, c'est de faire varier les formes. Et les formes, elles ne relèvent pas de la reproduction du code, mais de l'énergie de ce qu'on appelle ki, ou chi en chinois, qui est le souffle, qui est en même temps le vide. Alors c'est très difficile à comprendre pour les Occidentaux. C'est pas l'absence, c'est la puissance. Le vide est invisible, mais peut devenir visible, par exemple dans la calligraphie. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ma manière de travailler, c'est toujours la même. C'est les interactions à l'université, dans les métros, dans les commerces, dans les restaurants, discuter avec les étudiants à la fin des cours, rencontrer les collègues. Et ce qui est frappant, c'est qu'on parlait de la notion de sujet précédemment. Le sujet, il n'est pas ou bien japonais ou bien occidental. C'est une espèce d'art de l'alternance, c'est-à-dire que on va passer de la sobriété le jour à l'ébriété la nuit. On va passer de la méditation à l'ostentation. Les étudiants qui suivent mon cours à l'université, ils sont tantôt zen, tantôt rock. Et les jeunes femmes, elles portent tantôt des mini-jupes, beaucoup plus mini qu'ailleurs, et tantôt des kimonos en soie brodés d'or. Et c'est ce que j'appelle finalement métis. C'est non pas la fusion, l'indistinction, l'indifférence, non pas la logique de l'alternative, mais une espèce de rythmique d'alternance. Et je suis surpris par la possibilité qu'ont les sociétés à devenir autres que ce qu'elles sont, sans substituer un modèle à un autre. Le Japon, à partir de l'ère Meiji, il invente vraiment une forme de métissage, mais aussi de pensée métisse d'une extrême originalité. Mais tout ce qu'on peut dire du Japon ne peut être que doit être atténué, complété, parce que c'est tout à fait contradictoire. C'est une société d'une extrême socialité, d'une sursocialité, mais aussi d'une grande cruauté, en particulier vis-à-vis des minorités, et même de manière générale vis-à-vis des femmes. Donc voilà, pour moi, ça a été beaucoup plus difficile que l'apprentissage de la société brésilienne, parce qu'il y a une perte complète des références. Alors, vous avez consacré 2 livres au Japon, Tokyo, ville flottante et le Japon ou le sens des extrêmes. Mais je me demandais, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du rapport, entre guillemets, à la nature des Japonais, du rapport aux animaux Oui, oui, oui. Vous voyez, là, il y a toujours un amour qui est proclamé vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des animaux. Mais la nature, elle n'est pas... la nature, elle est, comment dire, elle est extrêmement organisée, elle est extrêmement soumise, elle est
elle est réorganisée, donc elle est extrêmement cultivée, elle est extrêmement socialisée. Alors dans les animaux, il y a l'animal préféré des Japonais qui intervient, on le voit partout dans la rue, sur les porte-clés, c'est les mascottes, c'est le chat. Hein. Mais c'est comme si le chat venait atténuer, tempérer ce qu'il y a d'un peu souvent rigide dans la société chinoise. Le chat, il est adoré, le chat, il y a même des cimetières pour chats. Le chat, c'est un animal intéressant pour les Japonais. Je ne sais pas si vous savez, dans la tradition bouddhiste, le chat, c'est le seul animal qui est arrivé en retard aux obsèques de Bouddha. Donc il n'est pas domptable, il n'est pas domiciliable. Donc je dirais, c'est ça, le rapport au vivant, le rapport à la nature, le rapport aux animaux, il est complexe, il est contradictoire et il ne faut pas idéaliser ce rapport. Mais bon, il y a une grande cérémonie chaque année, c'est les fleurs de cerisier. C'est là, ça provoque chez les Japonais un sentiment de contemplation qui est lié à l'impermanence. Les fleurs de cerisier sont éphémères, comme la beauté des femmes. Ce qui est beau, c'est ce qui passe. C'est ce sentiment de ce qui n'est pas durable, parce qu'on vit en permanence dans la menace qu'on est mortel, qu'il peut y avoir un tremblement de terre, qu'il peut y avoir un tsunami. Je crois que c'est quelque chose qui est toujours très présent au Japon. Chaque fois que j'y vais, il y a des petits tremblements de terre. On vit dans cette menace-là. Les élèves à l'école sont éduqués dans cette menace-là. Donc il y a, je veux dire, une proximité une relation à la mort qui est beaucoup plus raisonnée, on va dire, qu'ici. Mais je suis loin de tout apprendre. Chaque fois que j'y vais, je découvre. Et le Japon, il n'est pas homogène, il n'est pas du tout. C'est un archipel, c'est plein d'îles. Et c'est pas du tout pareil d'une île à l'autre. Et même la langue n'est pas tout à fait la même. Et on est toujours, depuis l'ère Meiji, depuis la révolution Meiji, c'est-à-dire 1868, entre deux cultures. Ils ont absorbé, ils ont intégré toutes les valeurs de la modernité occidentale. Ils l'ont non seulement absorbé, mais ils l'ont dépassé technologiquement. Mais en même temps, c'est une société traditionnelle. Ça, c'est une grande force.